Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième d'une série consacrée au thème des fondements de la mécanique quantique. Dans cette vidéo, il sera question de l'expérience des fentes de Young et de la théorie de l'onde pilote. Pour rappel, la mécanique quantique est une branche de la physique qui s'intéresse aux objets dont la taille est inférieure à celle d'un atome. La mécanique quantique est constituée d'un ensemble d'équations qui permettent aux physiciens de prédire le comportement des particules lors des mesures. De ce point de vue, les équations de la mécanique quantique remplissent parfaitement leur fonction, car jamais une discipline scientifique n'a produit des prédictions aussi bien vérifiées que celles de la mécanique quantique. Mais bien que les physiciens sachent parfaitement utiliser ces équations pour prédire les résultats expérimentaux, ils ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord sur le sens physique qu'il faut donner à ces équations. Autrement dit, les physiciens ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord sur la réponse à donner à la question suivante. Quelle image du monde quantique les équations de la mécanique quantique nous donnent-elles ? Pour désigner une représentation du monde quantique associée aux équations, on parle en général d'interprétation. L'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique, qui fut un temps dominante, s'est principalement construite dans les années 20 à Copenhague sur les idées du physicien et prix Nobel Niels Bohr. Pour cette raison, elle est généralement qualifiée d'interprétation de Copenhague ou d'école de Copenhague. Mais de façon équivalente, cette interprétation est aussi appelée mécanique quantique standard ou mécanique quantique ordinaire ou encore interprétation orthodoxe. Bien que cette interprétation de la mécanique quantique soit celle qui est enseignée dans presque tous les manuels de mécanique quantique, il existe d'autres interprétations qui tiennent un discours très différent sur le monde quantique. Dans cette vidéo, je vais comparer l'interprétation de Copenhague à une interprétation hétérodoxe de la mécanique quantique, la théorie de De Broglie-Bohm. La théorie de De Broglie-Bohm doit son nom au physicien français Louis de Broglie ainsi qu'au physicien américain David Bohm. La théorie de De Broglie-Bohm se fonde principalement sur la théorie de l'onde pilote. La théorie de l'onde pilote fut proposée dès 1927 par le physicien Louis de Broglie avant que celui-ci ne l'abandonne finalement quelques années plus tard. Par la suite, la théorie de l'onde pilote fut redécouverte et complétée par David Bohm. À partir des années 60, la théorie de De Broglie-Bohm fut défendue par le célèbre physicien John Bell. Cette théorie reproduit à l'identique toutes les prédictions de la mécanique quantique ordinaire. Par contre, le discours qu'elle tient sur le monde quantique diffère radicalement du discours de l'interprétation orthodoxe. Comme ces deux interprétations produisent des prédictions identiques, elles ne peuvent pas être départagées sur la base de données empiriques. Autrement dit, le choix en faveur de l'une ou l'autre de ces interprétations ne peut pas être fait sur la base de leur succès prédictif respectif. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur l'expérience des fentes de Young pour illustrer l'idée que la théorie de De Broglie-Bohm complète de façon rationnelle la mécanique quantique ordinaire. L'idée que la théorie de De Broglie-Bohm ne serait que la complétion rationnelle de la mécanique quantique ordinaire est la thèse défendue par le physicien Jean Bricmont. Jean Bricmont est chercheur en physique théorique, spécialiste de la question des fondements de la mécanique quantique, et il est un ardent défenseur de la théorie de De Broglie-Bohm. Dans cette vidéo, nous allons voir que même si la mécanique quantique ordinaire et la théorie de De Broglie-Bohm prédisent correctement les résultats obtenus dans l'expérience des fentes de Young, ces deux interprétations donnent des descriptions bien différentes de cette expérience. Nous allons voir que cette différence tient au fait que ces deux descriptions de l'expérience des fentes de Young se fondent sur deux théories bien différentes. En effet, l'interprétation orthodoxe décrit l'expérience des fentes de Young à l'aide d'une thèse appelée dualité onde-corpuscule, alors que la théorie de De Broglie-Bohm explique les résultats obtenus dans cette expérience à l'aide de la théorie de l'onde pilote. J'ai déjà présenté l'expérience des fentes de Young dans ma vidéo précédente, mais je vais présenter à nouveau cette expérience afin que celles et ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente puissent quand même comprendre cette vidéo. L'expérience des fentes de Young, aussi appelée expérience de la double fente, est certainement l'expérience la plus célèbre de la mécanique quantique. Historiquement, elle a d'abord été réalisée avec des photons, c'est-à-dire avec de la lumière, avant d'être par la suite réalisée avec des électrons. Mais quel que soit le type de particules utilisées, les résultats expérimentaux sont les mêmes. Dans la présentation de l'expérience des fentes de Young, je ferai l'hypothèse que nous réalisons cette expérience avec des électrons. Alors, le dispositif expérimental des fentes de Young est le suivant. À gauche de l'illustration, vous voyez un canon à électrons. Ce canon est dirigé sur une paroi qui est percée de deux fentes parallèles et horizontales. Vous pouvez voir à l'écran les dimensions des fentes et de la première paroi lorsque l'expérience est réalisée avec des électrons. 35 cm derrière cette première paroi, on trouve une seconde paroi qui est en fait un écran qui permet de mesurer la position de chaque électron lorsqu'il atteint la seconde paroi. La seule grandeur physique qui est mesurée lors de cette expérience, c'est la position spatiale de chaque électron au moment de son impact sur la deuxième paroi. Sur l'illustration qui s'affiche à l'écran, vous pouvez voir les impacts représentés par des points sur la paroi de droite.
En répétant l'expérience un grand nombre de fois, on obtient un grand nombre d'impacts sur la deuxième paroi, et on peut alors mesurer la densité spatiale des impacts sur la deuxième paroi, c'est-à-dire le nombre d'impacts par unité de surface. L'expérience est ensuite déclinée selon 3 conditions expérimentales différentes. Mais dans tous les cas, les électrons sont tirés un par un et on mesure toujours leur position lorsqu'ils atteignent la seconde paroi. Ce à quoi on s'intéresse, c'est toujours la répartition spatiale des impacts des électrons sur la seconde paroi au bout d'un certain nombre de tirs. Maintenant que nous avons présenté le dispositif, passons à la présentation des résultats obtenus dans les différentes conditions expérimentales. Dans la première condition expérimentale, on laisse seulement la fente du haut ouverte. Comme vous pouvez le voir à l'image, le résultat obtenu est que tous les électrons s'écrasent dans l'axe de la fente du haut sur la deuxième paroi. Dans ce cas, les électrons se comportent comme des balles de revolver. Les électrons semblent se déplacer en ligne droite depuis le canon à électrons jusqu'à la deuxième paroi. Ce résultat n'est pas surprenant compte tenu de l'intuition que nous avons de la nature des électrons, à savoir une très faible quantité de matière localisée en un point précis de l'espace. Autrement dit, spontanément, on considère que les électrons sont des particules. Dans la deuxième condition expérimentale, on conserve la fente du haut ouverte, mais on ouvre en plus la fente du bas. On s'attendrait à ce que les électrons se comportent à nouveau comme des balles de revolver, c'est-à-dire que la répartition de leurs impacts sur la seconde paroi soit égale à la somme des résultats obtenus séparément avec une seule fente ouverte, c'est-à-dire le résultat obtenu avec seulement la fente du haut ouverte, plus le résultat obtenu avec seulement la fente du bas ouverte, dont vous voyez l'image à droite. Si on fait la somme de ces deux densités d'impact, on obtient le résultat que vous voyez à l'écran, dans lequel tous les impacts sont bien concentrés dans l'axe des deux fentes. Ce serait tout simplement le résultat que l'on obtiendrait avec les deux fentes ouvertes si les électrons se comportaient comme des balles de revolver. Intuitivement, c'est donc ce résultat qu'on s'attend à obtenir lorsqu'on ouvre les deux fentes. Mais le résultat obtenu en réalité est complètement différent. Lorsque les deux fentes sont ouvertes, la répartition des impacts sur la seconde paroi a cette forme-là. On peut en tirer une première conclusion. Lorsque les deux fentes sont ouvertes, les électrons ne se comportent plus comme des balles de revolver. Dans un deuxième temps, on peut être un peu plus précis et observer l'effet qu'a l'ouverture de la fente du bas sur la répartition spatiale des impacts des électrons. Mettons côte à côte les résultats des deux premières conditions expérimentales. Donc sur la gauche de l'écran, vous voyez la répartition spatiale des impacts lorsque seule la fente du haut est ouverte, et sur la droite, la répartition spatiale des impacts lorsque les deux fentes sont ouvertes. Si on se concentre maintenant uniquement sur la région qui se situe en face de la fente du haut, et qu'on observe l'évolution de la densité des impacts dans cette région lorsqu'on ouvre la fente du bas, en passant de l'image de gauche à celle de droite, on remarque que la densité d'impact a diminué dans la région de la fente du haut consécutivement à l'ouverture de la fente du bas. Il s'agit d'une observation tout à fait surprenante, car elle laisse penser qu'ouvrir la fente du bas a pour effet de modifier le comportement des électrons qui passent par la fente du haut. D'une manière plus générale, lorsque les deux fentes sont ouvertes, la répartition des impacts sur la seconde paroi forme un motif particulier que l'on appelle frange d'interférence. Ce qui est très surprenant, c'est que les franges d'interférence sont la signature d'une onde. Or, jusqu'à présent, on pensait manipuler des particules uniquement. Alors, comment expliquer ces franges d'interférence? L'interférence est un phénomène qui apparaît lorsque deux ondes se rencontrent. Par exemple, lorsque vous lancez deux galets dans une mare. Si vous faites l'expérience, vous verrez que les deux ondes générées par l'impact de chaque galet avec la surface de la mare se diffusent dans toutes les directions à la surface de cette mare, jusqu'à ce que ces deux ondes finissent par se rencontrer en une région de la surface. En certains points de cette région, les intensités respectives des deux ondes s'ajoutent, alors qu'en d'autres points, leurs intensités s'annulent. Dans le contexte de l'expérience des fentes de Young, l'observation de franges d'interférence est d'autant plus surprenante que pour qu'une interférence ait lieu, il est nécessaire qu'il y ait au moins deux ondes qui se rencontrent. Pourtant, dans l'expérience des fentes de Young, les électrons sont tirés un par un. Chaque électron ne peut donc interférer qu'avec lui-même. Selon l'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique, l'idée que chaque électron interfère avec lui-même constitue la seule explication possible des franges d'interférence observées dans l'expérience. Mais il faut bien noter que cette explication comporte un coût, car elle demande de renoncer à attribuer une position spatiale aux électrons en dehors des mesures. Accepter cette explication revient donc à priver les électrons de cette propriété que nous leur attribuons intuitivement, la position spatiale. Pour comprendre pourquoi, imaginez-vous qu'à la place d'envoyer des électrons, une onde soit envoyée sur la paroi percée de deux fentes. Que va-t-il se passer? Comme vous pouvez le voir sur l'illustration qui se trouve à l'écran, l'onde va se diffuser depuis sa source, qui se situe au niveau de l'emplacement du canon à électrons, et se propager vers la première paroi. Mais contrairement à ce que ferait une balle de revolver ou une particule, l'onde va passer par les deux trous à la fois. Car à la différence d'une particule, une onde est délocalisée et elle se propage dans toutes les directions. En passant par les deux fentes, l'onde va donner naissance à deux nouvelles ondes derrière la première paroi. Ces deux nouvelles ondes vont alors se propager dans toutes les directions entre les deux parois et elles vont finir par se rencontrer dans cette région de l'espace, produisant ainsi un phénomène d'interférence qui se manifeste par des franges d'interférence sur la seconde paroi.
L'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique explique les franges d'interférence observées dans l'expérience de la double fente en appliquant littéralement à l'électron la description ondulatoire que je viens de vous présenter, c'est-à-dire en affirmant que lorsque les deux fentes sont ouvertes, l'électron se comporte comme une onde. L'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique en conclut que la seule explication possible aux franges d'interférence observées dans cette expérience, c'est que l'électron passe par les deux fentes en même temps. C'est une condition nécessaire pour que l'électron puisse interférer avec lui-même. La conséquence logique de cette explication des franges d'interférence, c'est que l'électron n'a pas de position définie avant que l'on mesure sa position au moment de son impact sur la deuxième paroi. Plus généralement, l'école de Copenhague affirme qu'en dehors des mesures, les électrons n'ont ni position, ni trajectoire, ni vitesse. Ils ne possèdent ces propriétés que lors des mesures. Dans le cas des fentes de Young, on est naturellement tenté de parler de la trajectoire de l'électron depuis le canon à électrons jusqu'à la deuxième paroi. Mais l'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique interdit ce type de discours. Selon elle, parler de la trajectoire de l'électron est tout simplement dépourvu de sens, car en dehors des mesures, un électron n'a pas de position spatiale. En réalité, la description que je viens de vous livrer consiste simplement à l'application d'une thèse plus générale à l'expérience des fentes de Young. Cette thèse, c'est la thèse de la dualité onde-corpuscule. La dualité onde-corpuscule constitue la réponse orthodoxe au défi que l'expérience de la double fente lance aux physiciens, à savoir comment expliquer la présence de propriétés ondulatoires et corpusculaires dans un même phénomène physique. La réponse de la dualité onde-corpuscule, c'est qu'en dehors des mesures, les électrons se comportent comme des ondes, et que lors des mesures, les électrons se comportent comme des particules. En fait, la dualité onde-corpuscule est le principal ingrédient de l'interprétation orthodoxe de l'expérience des fentes de Young. Il faut noter que cette thèse ne comporte aucune prise de position concernant la nature des électrons. Elle décrit simplement le comportement des électrons par le biais d'une analogie. En bref, l'interprétation orthodoxe de l'expérience des fentes de Young se fonde principalement sur deux thèses. Premièrement, la thèse de la dualité onde-corpuscule, qui stipule donc qu'en dehors des mesures, les électrons se comportent comme des ondes, mais que lors des mesures, ils se comportent comme des particules. Et deuxièmement, la thèse selon laquelle les électrons n'ont pas de position spatiale en dehors des mesures, et qu'ils ont une position spatiale uniquement lorsqu'on la mesure. En vérité, la deuxième thèse n'est qu'une conséquence logique de la première, car une onde n'a pas de position spatiale bien définie, contrairement à une particule ou à un corpuscule. Maintenant, appliquons rapidement la thèse de la dualité onde-corpuscule aux deux premières conditions expérimentales afin de voir si elles prédisent correctement les résultats obtenus. Lorsqu'une seule fente est ouverte, on sait que les électrons qui atteignent la seconde paroi sont forcément passés par cette fente. C'est pourquoi l'interprétation orthodoxe considère que laisser une seule fente ouverte équivaut en fait à mesurer la position de l'électron au niveau de la première paroi. Comme une mesure a lieu au niveau de la première paroi, la dualité onde-corpuscule prédit que les électrons se comporteront comme des particules. Cette prédiction correspond bien au résultat obtenu dans cette condition, car avec une seule fente ouverte, les électrons se comportent comme des balles de revolver, il n'y a pas de frange d'interférence. En revanche, lorsqu'on ouvre la deuxième fente, on ne connaît plus la position spatiale occupée par l'électron au niveau de la première paroi, car on ne sait plus par quelle fente passe l'électron, ni même s'il passe par une fente. Dans cette condition expérimentale, il n'y a donc pas de mesure de position avant la seconde paroi. La dualité onde-corpuscule prédit donc que les électrons se comporteront comme des ondes jusqu'à ce qu'ils atteignent la seconde paroi. Par contre, au niveau de la seconde paroi, comme on mesure la position des électrons au moment de leur impact avec celle-ci, la dualité onde-corpuscule prédit qu'à ce moment-là, les électrons se comporteront comme des particules ou comme des corpuscules, et qu'ils auront donc une position spatiale bien définie. Ces prédictions sont confirmées par l'expérience dans la mesure où, selon les défenseurs de l'interprétation orthodoxe, les franges d'interférence qui se dessinent sur la seconde paroi apporteraient la preuve que l'électron se comporte comme une onde entre les deux parois. Et lors de l'impact avec la seconde paroi, chaque électron occupe bien une position bien définie dans l'espace, ce qui est la propriété des corpuscules. Comme expliqué précédemment, l'interprétation orthodoxe affirme que chaque électron passe par les deux fentes en même temps, et qu'il n'occupe aucune position spatiale avant la deuxième paroi. Pour tenter de vérifier si l'électron passe par les deux fentes en même temps, on peut placer un détecteur de position au niveau des fentes. Dans ce cas, comme on mesure la position de l'électron au niveau de la première paroi, la dualité onde-corpuscule prédit que l'électron occupera bien une position définie à ce moment-là, au niveau de la première paroi. C'est-à-dire qu'il passera par l'une des deux fentes, et qu'il se comportera comme une particule. Ces prédictions sont vérifiées par l'expérience, car dans ces conditions, on observe que premièrement, l'électron passe toujours par une seule fente à la fois, et deuxièmement, on observe une disparition des franges d'interférence. Tous les impacts sont alors concentrés dans l'axe de chaque fente, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pourtant, la seule chose qui est changée en passant de la deuxième condition à la troisième condition, c'est l'ajout d'un détecteur de position au niveau des fentes. En plaçant le détecteur de position, on passe de cette répartition des impacts à celle-ci. Le simple ajout d'un détecteur de position suffit à changer radicalement le comportement des électrons, les contraignant à se comporter comme des particules.
À première vue, cette observation semble venir confirmer l'idée selon laquelle la mesure modifierait le comportement des électrons. La thèse de la dualité onde-corpuscule est donc compatible avec les résultats de l'expérience des fentes de Young. Elle permet de les prédire correctement. Mais peut-on considérer qu'elle constitue une explication des résultats expérimentaux? La dualité onde-corpuscule nous donne-t-elle une description des phénomènes physiques qui produisent ces résultats? Est-ce que ces explications nous permettent de comprendre ce qui se produit lors de l'expérience des fentes de Young? D'un point de vue théorique, la dualité onde-corpuscule accorde un rôle central à la mesure, qui affecterait radicalement le comportement des électrons. Mais comme expliqué dans ma première vidéo, elle ne donne pas de définition de la mesure. Et d'autre part, elle ne décrit pas les mécanismes physiques au moyen desquels la mesure affecterait le comportement des électrons. En conclusion, la dualité onde-corpuscule permet de prédire les résultats expérimentaux, mais elle ne les explique pas, car elle ne propose aucune description précise des phénomènes physiques qui produisent les résultats observés. Les phénomènes quantiques sont traités comme une boîte noire, une boîte qu'il ne faudrait pas espérer ouvrir. On devrait donc se contenter de décrire ce qui rentre et ce qui sort de cette boîte, sans jamais pouvoir décrire ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte. Le célèbre physicien Richard Feynman, qui était partisan de l'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique, affirmait dans ses cours qu'il est impossible de décrire les mécanismes physiques à l'œuvre dans l'expérience des fentes de Young. Voici ce qu'il dit. Comment cela fonctionne-t-il? Quels sont les mécanismes qui produisent réellement ces résultats? Personne n'en connaît le fonctionnement, personne ne peut vous donner une explication plus profonde de ce phénomène que celle que j'ai donnée, à savoir une description de celui-ci. Pour Feynman, comme pour les autres défenseurs de l'interprétation orthodoxe, les franges d'interférence que l'on observe dans l'expérience des fentes de Young ne laisseraient pas d'autre possibilité que de postuler que les électrons passent par les deux fentes à la fois. Selon les défenseurs de l'interprétation orthodoxe, aucune autre explication ne serait possible. Et plus généralement, en mécanique quantique, il serait seulement possible de décrire les résultats des mesures, car les processus qui les produisent seraient quant à eux à jamais inaccessibles à notre entendement. Mais différentes objections peuvent être adressées à cette position. Premièrement, on peut se demander, est-ce que la dualité onde-corpuscule est vraiment la seule thèse qui soit compatible avec les résultats expérimentaux? Deuxièmement, on peut se demander, est-ce qu'il n'est pas un peu prématuré de proclamer l'impossibilité d'expliquer les mécanismes physiques à l'œuvre dans les fentes de Young? Qu'est-ce qui justifie un tel fatalisme? Est-ce que les résultats obtenus dans l'expérience des fentes de Young nous contraignent vraiment à renoncer à la possibilité de décrire les phénomènes physiques qui les produisent? Et de façon plus générale, la mécanique quantique est-elle vraiment condamnée à ne produire qu'une description des résultats de mesure sans jamais pouvoir expliquer ces résultats? Dans son article consacré à la mécanique bohmienne sur l'encyclopédie de philosophie en ligne de l'université de Stanford, le physicien et défenseur de la théorie de de Broglie, Sheldon Goldstein, rétorque à Richard Feynman que non seulement un autre discours est possible au sujet des fentes de Young, mais qu'en plus de ça, ce discours n'est pas exclusivement descriptif, car il explique de façon assez simple les résultats obtenus dans cette expérience. Ce discours, c'est la théorie de de Broglie. Voici la citation de Sheldon Goldstein que j'ai traduite en français. Mais la mécanique bohmienne est une explication bien plus profonde. Elle résout de manière assez simple le dilemme de la présence à la fois de propriétés corpusculaires et de propriétés ondulatoires dans un seul et même phénomène. La mécanique bohmienne est une théorie du mouvement qui décrit une particule, ou des particules, guidées par une onde. Nous allons maintenant voir comment la mécanique bohmienne ouvre la boîte noire de la mécanique quantique standard, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle lève le mystère sur les phénomènes quantiques qui sont à l'œuvre dans l'expérience de la double fente. Comme Sheldon Goldstein le laisse entendre dans la citation précédente, la thèse de l'onde pilote constitue le principal ingrédient de l'explication bohmienne des résultats de l'expérience des fentes de Young. La thèse de l'onde pilote, introduite en 1927 par le physicien français Louis de Broglie, porte un nom très imagé car elle consiste tout simplement en l'idée que les particules sont mises en mouvement par une onde quantique. Lorsqu'on applique la thèse de l'onde pilote à l'expérience des fentes de Young, elle nous dit que le mouvement de chaque électron est guidé par l'onde quantique. Pour vous représenter la chose, il suffit d'imaginer un surfeur propulsé par une vague. Dans la théorie de l'onde pilote, c'est l'onde quantique qui joue le rôle de la vague et l'électron qui joue le rôle du surfeur. La thèse de l'onde pilote a la particularité de refuser les termes mêmes du dilemme posé par l'interprétation orthodoxe de l'expérience des fentes de Young. Ce dilemme est le suivant: quand on manipule des électrons, est-ce qu'on manipule des ondes ou des particules? Selon la théorie de l'onde pilote, il n'y a pas à choisir, car les électrons sont des particules qui sont mises en mouvement par une onde. On manipule donc toujours une onde et des particules. Par conséquent, du point de vue de l'explication qu'il faut donner aux résultats expérimentaux, il n'y a pas à choisir entre une description ondulatoire et une description corpusculaire du comportement des électrons, car ces deux niveaux de description coexistent sans contradiction dans l'explication que la théorie de de Broglie donne aux résultats expérimentaux. De la disparition du dilemme onde-corpuscule découle une conséquence importante.
le fait que dans la théorie de de Broglie-Bohm, la mesure et l'observateur ne jouent plus les premiers rôles, comme ils le faisaient dans l'interprétation orthodoxe. Cette disparition de l'emphase qui est mise sur le rôle de l'observateur a une raison simple. Étant donné que dans la théorie de de Broglie-Bohm, il n'y a plus à choisir entre une description ondulatoire et une description corpusculaire pour décrire le comportement des électrons, le critère qui, dans l'interprétation orthodoxe, permet de choisir entre l'une ou l'autre de ces descriptions n'a plus d'utilité dans la théorie de de Broglie-Bohm. Et comme dans la mécanique quantique standard, c'est la mesure qui sert de critère, la mesure ne joue donc plus ce rôle dans la théorie de de Broglie-Bohm. Cette particularité de la théorie de de Broglie-Bohm comporte l'énorme avantage de débarrasser cette théorie de toutes les difficultés conceptuelles véhiculées par la notion de mesure dans l'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique. Difficultés dont j'ai parlé en détail dans la première vidéo. Il existe une autre différence fondamentale entre la mécanique quantique standard et la mécanique bohmienne. Cette différence découle directement de la théorie de l'onde pilote. Alors que l'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique considère que les particules n'ont pas de position en dehors des mesures, dans la théorie de de Broglie-Bohm, les particules occupent toujours une position spatiale bien définie. Dans la mécanique bohmienne, la position spatiale est une propriété intrinsèque à la particule. C'est-à-dire que cette propriété ne dépend d'aucun facteur extérieur à la particule, elle est propre à celle-ci. Par conséquent, chaque particule se déplace toujours le long d'une trajectoire, car la trajectoire n'est rien d'autre que la variation de la position de la particule au cours du temps. Maintenant, comme nous l'avons fait avec la dualité onde-corpuscule, nous allons appliquer la théorie de l'onde pilote à l'expérience des fentes de Young afin de voir comment est-ce que la théorie de l'onde pilote explique les résultats expérimentaux. Dans la première condition expérimentale, une seule fente est ouverte. Une fois que l'électron est tiré par le canon à électrons, son mouvement est guidé par l'onde quantique jusqu'à ce qu'il soit stoppé par la seconde paroi. L'onde comme l'électron passe par la seule fente qui est ouverte et sous l'effet de l'onde, l'électron se déplace plus ou moins en ligne droite, jusqu'à la deuxième paroi. L'électron se déplace approximativement en ligne droite car l'onde quantique n'interfère pas avec une autre onde. Comme je l'ai expliqué précédemment, pour qu'il y ait interférence, il faut qu'il y ait au moins deux ondes qui se rencontrent en une région donnée de l'espace. Lorsqu'une seule fente est ouverte, il y a une seule onde qui se propage entre les deux parois. Les conditions ne sont donc pas réunies pour qu'il y ait un phénomène d'interférence. L'électron passe donc à travers la seule fente ouverte et poursuit son chemin plus ou moins en ligne droite jusqu'à atteindre la seconde paroi sur laquelle il vient s'écraser. Maintenant, passons à la deuxième condition expérimentale. Cette fois, on ouvre la deuxième fente. Dans ce cas, comme dans le cas précédent, l'électron est toujours guidé par l'onde, et il passe toujours par une seule fente, car il se déplace toujours le long d'une trajectoire unique, et cette trajectoire passe forcément à travers une seule des deux fentes. Par contre, lorsque les deux fentes sont ouvertes, l'onde qui est délocalisée et qui se propage dans toutes les directions de l'espace passe toujours par les deux fentes à la fois, ce qui va avoir pour effet d'affecter la trajectoire de l'électron après la première paroi. Car c'est le fait que l'onde passe par les deux fentes à la fois qui rend possible le phénomène d'interférence, et ce dernier modifie la trajectoire de l'électron. Pour comprendre cela, rappelez-vous ce que j'ai décrit dans la première partie de la vidéo. Lorsqu'une onde est envoyée sur la première paroi, l'onde passe par les deux fentes à la fois, ce qui a pour effet de créer deux nouvelles ondes derrière la première paroi. Ces deux nouvelles ondes se propagent alors dans toutes les directions entre les deux parois. Et donc, si la distance entre les deux parois est suffisamment grande, ces deux nouvelles ondes finissent par se rencontrer dans une région de l'espace entre les deux parois. Lorsqu'elles se rencontrent, les deux ondes interfèrent l'une avec l'autre. Ce qui signifie qu'en certains points de l'espace, les intensités des deux ondes s'annulent, alors que d'autres points de l'espace, elles s'ajoutent. Comme c'est l'une de ces deux ondes qui guide le mouvement de l'électron après qu'il soit passé par l'une des deux fentes, et comme l'état de cette onde est modifié par l'interférence avec la deuxième onde, l'interférence va avoir pour effet de faire dévier l'électron de sa trajectoire linéaire, trajectoire qu'il suivait jusqu'à présent. L'électron ne se déplace alors plus du tout en ligne droite, comme lorsqu'une seule fente est ouverte. Vous pouvez observer les trajectoires des électrons sur cette animation réalisée par Alexandre Gondran. Vous voyez sur l'animation que les deux fentes sont ouvertes, que l'électron se déplace approximativement en ligne droite jusqu'à l'une de ces deux fentes, mais qu'une fois que l'électron franchit la première fente, sa trajectoire n'est plus linéaire, il dévie de sa trajectoire sous l'effet des interférences. Pour expliquer la façon dont l'interférence modifie la trajectoire des électrons, la théorie de l'onde pilote propose un mécanisme physique très simple. L'onde quantique se caractérise par une certaine répartition spatiale de son intensité et l'électron est attiré par les régions où l'intensité de l'onde est la plus forte.
Quand les deux ondes interfèrent, en certains points de l'espace, l'intensité des deux ondes s'ajoute, alors qu'en d'autres points, les intensités des deux ondes s'annulent. L'électron est alors attiré par les régions où les intensités des deux ondes s'ajoutent, et il n'est pas attiré par les régions où les intensités des deux ondes s'annulent. Par conséquent, la densité des impacts sur la seconde paroi reproduit la répartition spatiale de l'intensité de l'onde quantique dans le plan de la seconde paroi. Les régions où il y a une grande densité d'impact d'électrons correspondent en fait aux régions où l'intensité de l'onde est la plus élevée, et celles où la densité d'impact est la plus faible correspondent aux régions où les intensités des deux ondes se sont annulées. Voilà pourquoi la densité des impacts des électrons sur la seconde paroi dessine des franges d'interférence. Et donc, mesurer la position spatiale des électrons au niveau de la seconde paroi constitue une mesure indirecte de l'état de l'onde quantique. La théorie de de Broglie-Bohm explique donc efficacement les résultats des deux premières conditions expérimentales. Mais qu'en est-il de la troisième condition expérimentale, lorsqu'on place un détecteur de position au niveau de l'une des deux fentes? Comment la théorie de de Broglie-Bohm explique-t-elle la disparition des franges d'interférence dans ce cas-là? Les résultats obtenus dans cette condition expérimentale ne sont-ils pas la preuve que l'observateur modifie l'état de l'électron par la seule observation de celui-ci? En fait, là encore, la mécanique bohmienne explique très simplement ce phénomène. En effet, lorsqu'on place un appareil de mesure derrière les fentes, l'appareil de mesure perturbe les deux ondes qui partent des fentes. Ainsi, l'appareil empêche l'interférence d'avoir lieu et l'électron se propage alors en ligne droite et s'écrase sur la seconde paroi dans l'axe de la fente par laquelle il est passé. Cette condition expérimentale permet d'illustrer le rôle actif que joue l'appareil de mesure en mécanique quantique. Mais contrairement à la mécanique quantique standard qui n'explique pas pourquoi la mesure modifie l'état du système quantique, on peut voir à travers l'explication bohmienne des résultats obtenus dans cette condition que la théorie de de Broglie-Bohm rend cette influence de l'appareil de mesure très concrète. En bref, contrairement à l'interprétation de Copenhague, elle explique pourquoi est-ce que l'appareil de mesure joue un rôle actif en mécanique quantique et ne se contente pas de postuler ce rôle actif. Du point de vue du formalisme, c'est-à-dire du point de vue des formules mathématiques utilisées en mécanique quantique, l'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique prédit les résultats de l'expérience des fentes de Young à l'aide d'une unique fonction mathématique appelée fonction d'onde. En fait, le carré de la fonction d'onde permet de prédire de façon probabiliste la position spatiale des électrons lors des mesures. Mais dans l'interprétation orthodoxe, la fonction d'onde ne fait référence à aucun objet physique. Aucune signification physique n'est donnée à la fonction d'onde. Le formalisme de la théorie de de Broglie-Bohm est un peu différent de celui de la mécanique quantique standard. Dans son formalisme, la théorie de de Broglie-Bohm conserve la fonction d'onde. Mais contrairement à l'interprétation orthodoxe, elle lui donne une signification physique bien précise. La fonction d'onde décrit l'état de l'onde quantique qui met en mouvement les particules. De plus, étant donné que dans la théorie de de Broglie-Bohm, les particules sont bien des particules et que pour cette raison elles occupent toujours une position spatiale bien définie, la théorie de de Broglie-Bohm ajoute donc une variable aux équations de la mécanique quantique standard. Cette variable, c'est la position spatiale que chaque électron occupe. Et comme la position des particules évolue dans le temps sous l'action de l'onde quantique, la théorie de de Broglie-Bohm ajoute une équation qui permet de décrire l'action de l'onde quantique sur la trajectoire des électrons. Il s'agit de l'équation guide de la fonction d'onde. Parce qu'elle ajoute une variable au formalisme de la mécanique quantique standard, la théorie de de Broglie-Bohm est souvent qualifiée péjorativement de théorie à variable cachée. Mais ce qualificatif est totalement inapproprié, car la position spatiale de l'électron est la seule variable qui est mesurée tout au long de l'expérience des fentes de Young. La position spatiale est donc tout sauf une variable cachée. Maintenant que je vous ai présenté les fentes de Young du point de vue de l'interprétation orthodoxe et du point de vue de la théorie de de Broglie-Bohm, voyons quelles conclusions nous pouvons tirer de cette comparaison. Il me semble que le discours que tient l'interprétation de Copenhague au sujet de l'expérience des fentes de Young peut être résumé par les deux propositions suivantes. Premièrement, si on ne réalise pas de mesure de position avant la seconde paroi, alors les électrons se comportent comme des ondes et on observe des franges d'interférence sur la seconde paroi. Deuxièmement, si on réalise une mesure de position au niveau de la seconde paroi, soit en ne laissant qu'une seule fente ouverte, soit en laissant les deux fentes ouvertes et en plaçant un détecteur de position, alors les électrons se comportent comme des particules. Il s'agit d'un discours purement descriptif qui consiste simplement en l'application de la dualité onde-corpuscule aux fentes de Young. Tout d'abord, comme expliqué dans la première vidéo, ce discours est problématique car il ne nous dit pas ce qu'est une mesure. Par ailleurs, bien que ce discours permette de prédire correctement les résultats des mesures, il s'apparente davantage à un algorithme ou à une recette de cuisine qu'à une véritable théorie scientifique. Certes, il s'agit d'un algorithme qui fournit d'excellentes prédictions, mais il ne propose aucune description des mécanismes physiques par le biais desquels la mesure affecterait le comportement des électrons. Ces résultats restent donc sans explication, et l'algorithme ne nous donne aucune image du monde quantique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une chose très surprenante quand on pense avoir affaire à un discours qui se revendique comme une théorie physique sur le monde quantique.
On attendrait spontanément et légitimement d'un tel discours qu'il nous donne une description des phénomènes quantiques qui se produisent lors des expériences en laboratoire, comme en dehors des laboratoires d'ailleurs. Pour cette raison, comme le fait remarquer Jean Bricmont, qualifier la mécanique quantique standard de théorie scientifique semble inapproprié. Quand on applique la théorie de De Broglie-Bohm à l'expérience de la double fente, on constate premièrement que cette théorie prédit aussi efficacement que la mécanique quantique standard les résultats de l'expérience. Ce constat réfute d'emblée l'assertion de Richard Feynman selon laquelle l'interprétation orthodoxe serait la seule explication possible des résultats expérimentaux. Mais lorsqu'on applique la théorie de De Broglie-Bohm à l'expérience de la double fente, on constate aussi et surtout qu'à la différence de la mécanique quantique standard, la théorie de De Broglie-Bohm ne se contente pas de décrire les résultats des mesures. La théorie de De Broglie-Bohm fournit une explication précise et intelligible d'un certain nombre de mécanismes physiques qui permettent d'expliquer avec une grande simplicité les résultats obtenus dans l'expérience de la double fente. Ces explications reposent sur deux hypothèses qui ne figurent pas dans la mécanique quantique standard. Premièrement, la théorie de l'onde pilote postule que les particules sont bien des particules. Deuxièmement, la théorie de l'onde pilote postule qu'il existe une onde quantique qui guide le mouvement des particules. On pourrait objecter que ces hypothèses sont superflues et qu'elles ne sont pas nécessaires pour expliquer les résultats obtenus. Mais ces hypothèses sont en quelque sorte le prix à payer pour avoir une image non ambiguë des processus quantiques qui se produisent dans l'expérience de la double fente. Ce sont ces hypothèses qui permettent d'expliquer très simplement les résultats expérimentaux. Les hypothèses sur lesquelles repose la théorie de l'onde pilote sont d'autant moins coûteuses qu'elles sont en accord avec la description du monde qui prévaut dans tout le reste de la physique. Car cette description attribue à tout instant une position spatiale à tous les objets physiques, chose que l'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique s'interdit de faire. La simplicité avec laquelle la théorie de l'onde pilote explique les résultats obtenus dans l'expérience des fentes de Young inspira au célèbre physicien John Bell ces phrases empreintes d'étonnement et d'incompréhension. N'est-il pas évident, étant donné la petitesse des scintillations sur l'écran, que nous avons affaire à une particule? Et n'est-il pas évident, étant donné les franges d'interférence et de diffraction, que le mouvement de la particule est dirigé par une onde? De Broglie a montré en détail comment le mouvement de la particule passant par seulement un des deux trous de l'écran pouvait être influencé par des ondes qui se propagent à travers les deux trous, et influencé d'une façon telle que la particule ne va pas là où les ondes s'annulent, mais elle est attirée là où les ondes coopèrent. Cette idée me semble si naturelle et simple pour résoudre le dilemme onde-corpuscule que le fait qu'elle soit si généralement ignorée me paraît être un grand mystère. Les quelques hypothèses supplémentaires qu'il est nécessaire de postuler pour passer de la mécanique quantique standard à la mécanique bohmienne semblent donc être un faible prix à payer pour transformer un algorithme en une véritable théorie scientifique. C'est-à-dire pour transformer une recette de cuisine en un discours cohérent qui véhicule une image intelligible du monde quantique. En outre, la mécanique bohmienne fournit les mêmes prédictions que la mécanique quantique standard, ce qui est un véritable point fort de la théorie de De Broglie-Bohm compte tenu de l'incroyable succès prédictif de la mécanique quantique standard. Le fait que la théorie de De Broglie-Bohm produise les mêmes prédictions que la mécanique quantique standard est aussi ce qui permet à Jean Bricmont d'affirmer que la théorie de De Broglie-Bohm complète de façon rationnelle la mécanique quantique standard. L'intérêt de la théorie de De Broglie-Bohm réside dans le fait qu'elle enrichit la mécanique quantique standard d'un pouvoir explicatif inouï au prix de postulats très peu coûteux qui sont en cohérence avec l'expérience quotidienne que nous avons du monde macroscopique. Et ceci a aussi pour effet de faire disparaître le problème de la mesure dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Ouais, mais ça fait plagiat de Stéphane de Bove. Ah. Tu trouves pas? Non. Alors pour clore cette vidéo, je voulais remercier Jean Bricmont qui a relu mon script comme pour la vidéo précédente. Donc comme je ne suis pas physicien, c'est cette relecture qui me permet de m'assurer que je vous transmets un contenu sérieux sur le plan scientifique. Donc merci à lui. Je voulais aussi remercier Alexandre Gondran qui a réalisé toutes les animations, qui a réalisé l'animation que j'ai mise de l'expérience des fentes de Young avec des électrons et qui a réalisé aussi les illustrations que j'ai utilisées pour illustrer les résultats expérimentaux obtenus dans l'expérience des fentes de Young. Donc je vous invite à faire un tour sur le site d'Alexandre Gondran et de son père qui traite de mécanique quantique et qui est très pédagogique. Ils y font notamment une présentation de l'expérience des fentes de Young du point de vue de la théorie de l'onde pilote. Je remercie aussi Stéphane de Bove que j'ai plagié, qui tient une chaîne donc, de psychologie évolutionnaire qui s'appelle Homo Fabulus que je trouve excellente. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne et c'est à lui que j'ai volé l'idée de ces interludes musicaux pour introduire les différentes parties de ma vidéo en vous montrant des paysages de montagne, des Hautes-Alpes en l'occurrence.
Et puis je voulais remercier mes amis qui m'ont fait des retours concernant le montage de ma vidéo et concernant la vulgarisation de ce sujet assez technique. Donc merci à Baptiste, à Ismaël, à Joëlla, à Paulin et à ma copine Noémie. Et enfin, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo qui est assez longue, donc vraiment merci si vous avez réussi à la regarder jusqu'au bout. Et puis j'espère vous retrouver rapidement sur cette chaîne pour d'autres vidéos consacrées à la mécanique quantique et à la philosophie des sciences. Voilà, merci et à bientôt.